Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'aspect énergétique des phénomènes électriques, notion qui est au programme de physique de ta classe de première. Dans une première partie, on va traiter le courant continu, notamment à travers les notions de porteur de charge et de débit de charge. Et ça sera l'occasion de parler des sources de courant réelles et idéales. Dans un second temps, on va parler de puissance et énergie transférée, et surtout des relations qu'il existe entre les deux. Et enfin, on terminera en effectuant le bilan de puissance d'un circuit électrique et le calcul de rendement d'un convertisseur électrique. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu es au lycée et que tu souhaites avoir accès à du contenu régulier pour avoir d'excellentes notes en physique et en chimie. Dans un circuit électrique fermé sous tension, on a des charges électriques qui circulent à travers ce qu'on appelle des porteurs de charge. Et ils sont de deux types. Premièrement, on a les électrons. C'est notamment le cas dans les solides, les métaux comme les fils électriques par exemple. Et deuxièmement, on va rencontrer des ions comme dans les solutions, les batteries par exemple. Pour caractériser les porteurs de charge, on aura besoin de connaître leur charge unitaire et leur masse. Pour l'électron, ces valeurs, elles sont connues et elles te seront rappelées, puisque la charge de l'électron, c'est la charge élémentaire qui est de moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et sa masse, je te l'affiche à l'écran, tu n'as pas besoin de la connaître par cœur. Pour les ions, ça dépendra auquel on est confronté, sachant que la charge, ce sera toujours un multiple de la charge élémentaire. Donc c'est-à-dire un multiple de la charge de l'électron. Pour un cation, la charge sera positive, et pour un anion, la charge sera négative. Et concernant la masse, ça dépendra vraiment à quel ion tu as affaire. Et donc, dans un circuit électrique, les porteurs de charge vont se déplacer d'une borne à l'autre du générateur. Et leur sens de déplacement va dépendre du signe de la charge du porteur. Les porteurs négatifs, les électrons et les anions, vont aller de la borne moins du générateur à la borne plus du générateur. Et les porteurs de charge positives, les cations, iront dans le sens inverse. Si on regarde avec une petite animation, si tu as un cation, il se déplacera dans une solution vers la borne moins, et les électrons se déplaceront dans un fil vers la borne plus, tandis que les anions se déplacent dans une solution vers la borne plus toujours. Alors attention, l'intensité est toujours représentée par une flèche qui va de la borne plus à la borne moins quoi qu'il arrive. Alors je précise à l'extérieur du générateur. On parle de sens conventionnel du courant électrique. Si on prend un fil électrique qui est parcouru par un courant électrique, il est donc au final parcouru par des électrons qui sont dits libres qui vont circuler à travers le milieu conducteur. Par exemple, imaginons du cuivre. Si on représente la section par un trait vertical en blanc au milieu, on a donc des électrons qui passent chaque instant par ce trait. La grandeur qui va préciser le flux d'électrons qui passe à travers la section par une unité de temps, c'est l'intensité. Et pour la calculer, on divise le débit de charge exprimé en coulombs par la durée de circulation des électrons en secondes et on obtient l'intensité exprimée en ampères. Cette formule, tu dois la connaître par cœur. Et bien sûr, quand on dit connaître par cœur une formule, ça revient à connaître la formule et les unités associées. Dans un circuit électrique soumis à un courant continu, l'intensité ne variera pas au cours du temps. C'est ça la définition d'un courant continu. Et donc le flux d'électrons, il est lui aussi constant. Alors oui, bien sûr, ici j'utilise le terme flux d'électrons, mais avec ce qu'on a vu au début, maintenant tu comprends que si jamais on a affaire à une solution, ça pourrait être également un flux de porteurs de charge, donc un flux d'ions dans une solution. Quand j'utilise le terme de flux d'électrons, c'est parce qu'il s'agit d'un circuit électrique avec des fils solides. Et si on avait affaire à un autre porteur de charge, ça serait la même chose. Et pour mettre en mouvement les porteurs de charge, il va falloir créer une tension électrique délivrée par un générateur. On dira aussi une source de courant. Ici, on va se focaliser sur les sources de courant continu. Et tu en connais quelques-unes. Les piles de ta télécommande par exemple, ou les batteries de ta voiture. Sachant qu'on va distinguer deux types de générateurs de tension continue. En premier, on va avoir les sources dites idéales. Dans ce cas-là, le générateur de tension idéal va maintenir une tension fixe entre ses bornes, quelle que soit l'intensité I qu'il va débiter dans le circuit. On va appeler cette tension la force électromotrice. Et on va la noter E, on l'appelle également la tension à vide. Ça correspond à la tension du générateur lorsqu'il débite une intensité nulle. Dans le cas d'un générateur de tension idéale, sa tension est donc égale à E, quelle que soit la valeur de l'intensité qui circule dans le circuit. On va modéliser une source idéale de tension par un générateur sans résistance interne. Bien, maintenant on a le cas idéal, mais on a aussi la réalité. Et c'est pour ça qu'on aura le générateur réel de tension continue. On dit aussi la source réelle. Celle-ci, elle ne parvient pas à maintenir une tension continue entre ses bornes lorsqu'on fait varier l'intensité. Et notamment si l'intensité augmente, alors la tension chute. On modélise en général un tel générateur par l'association d'un générateur de courant idéal et d'une résistance en série qu'on note petit r. Alors attention, ça ce n'est qu'un modèle qui simplifie la réalité. Dans les faits, un générateur de courant réel n'a aucune raison d'avoir un comportement linéaire. C'est souvent pratiquement le cas, mais notamment pour des intensités élevées, ça ne l'est parfois plus du tout. La tension U, elle est reliée à l'intensité par la relation U est égale à E, la force électromotrice, moins petit r fois I.
Tu l'as peut-être remarqué, mais pour différencier les résistances internes des vraies résistances, on les note souvent petit r plutôt que grand R pour les vraies résistances. On peut passer à la partie 2, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo si elle t'est utile et que tu souhaites me soutenir pour avoir accès à du contenu régulier de qualité en physique et en chimie pour t'accompagner jusqu'au bac. La puissance convertie par un dipôle électrique, elle se note P et elle s'exprime en watts, ou dans un multiple du watt, le kilowatt, le mégawatt, le gigawatt, etc. par exemple. Pour calculer la puissance convertie d'un dipôle, on va utiliser la formule P est égale à U, la tension, fois I, l'intensité. La puissance, elle sera donc exprimée en watts, la tension en volts, et l'intensité en ampères. Cette formule, tu dois la connaître par cœur. Admettons qu'on ait un fer à repasser qui a une puissance de 1500 watts et qui fonctionne sur le secteur à 230 volts. Eh bien, on peut manipuler cette formule pour calculer n'importe laquelle des trois grandeurs si on connaît les deux autres. Ici, on connaît la puissance et la tension, on peut donc calculer l'intensité. Ici, l'intensité, ça sera égal à la puissance divisée par la tension. On aura donc 1500 divisé par 230. L'intensité, ça sera 6,52 ampères. La puissance, c'est donc une caractéristique de l'appareil. Et c'est même en général directement noté dessus. Si tu cherches bien chez toi sur quelques appareils, sur des ampoules ou autres, tu peux avoir des plaques où tu vas voir la puissance notée directement dessus. Alors parfois c'est bien caché, parfois c'est simplement sur le carton, mais souvent c'est noté. À partir de maintenant, tu dois connaître les ordres de grandeur des puissances des appareils et des équipements qui t'entourent. Alors bien sûr, il n'y a aucun intérêt à connaître les valeurs par cœur, mais tu dois quand même avoir une notion d'ordre de grandeur. Alors si on part d'en bas avec des puissances assez faibles, une ampoule pour t'éclairer, admettons une ampoule LED, donc une ampoule assez basse consommation, ça sera de l'ordre de quelques watts à 10 watts. Toi, en train de pédaler à un rythme relativement soutenu, tu vas développer une puissance d'environ 100 watts, soit de quoi allumer environ 10 ampoules. C'est pas si mal. Mais si tu prends une bouilloire et que tu la fais fonctionner, ça fait déjà environ 1 kW, soit 1000 watts. Donc il faudrait vous y mettre à environ 10 pour faire chauffer de l'eau et pour vous faire un thé par exemple. Et la plupart des équipements électroménagers chez toi font de l'ordre de 1 à quelques kilowatts de puissance maximum. D'ailleurs, ton logement utilise régulièrement des pointes de puissance de 10 kW. Même si c'est vrai, là, ça dépend grandement de la superficie de ta maison, ou de ton appartement, et de sa situation géographique, de la saison, de l'heure de la journée, etc. 10 kW, c'est plutôt la fourchette haute, en hiver, quand t'as besoin de chauffage. Une éolienne moyenne, ça pourra produire jusqu'à 1 MW, soit environ 1 million de watts. Mais que en conditions optimales, et avec pas mal de vent, donc pas tout le temps. Un réacteur nucléaire, ça pourra fournir, lui, environ 1 gigawatt, c'est-à-dire 1 milliard de watts. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus stable que l'éolienne, et surtout, on a l'occasion de pouvoir planifier les arrêts, ce qui est beaucoup plus pratique pour gérer le réseau électrique. Donc oui, un réacteur nucléaire, ça a une puissance d'environ 1000 éoliennes, mais c'est assez faux de dire que 1000 éoliennes, ça compense un réacteur nucléaire. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors je te l'ai dit, la puissance est une caractéristique de l'appareil qui est notée directement dessus. Tu peux pas la changer. Si tu as un appareil, tu as une puissance associée, tu ne peux rien y faire. Mais il y a une chose qui peut faire toute la différence, c'est la durée pendant laquelle tu utilises cet appareil. Et pour différencier une forte utilisation d'une faible utilisation d'un appareil, on va parler d'énergie convertie. On la note grand E et son unité c'est le joule. Et pour la calculer, on va multiplier la puissance par la durée de fonctionnement. C'est-à-dire que l'énergie sera directement proportionnelle à la puissance et surtout à la durée de fonctionnement. La formule que tu as sous les yeux, tu dois la connaître par cœur, ainsi que les unités associées. Si la puissance est exprimée en watts et que la durée de fonctionnement est en secondes, alors l'énergie sera en joules. Admettons que tu as un fer à repasser qui a une puissance de 1500 watts et que tu t'en sers pendant une durée de 1 heure. Tu cherches à calculer l'énergie qu'il convertit. Pour ça, on utilise la formule, sachant que, attention, dans cette formule, la durée de fonctionnement doit être en secondes. On doit donc convertir 1 heure en secondes. 1 heure, ça fait 3600 secondes. On écrit donc 1500 fois 3600. On obtient 5 400 000 joules. Soit, si on respecte le bon nombre de chiffres significatifs, 5,4 fois 10 puissance 6 joules. Alors dans la vie de tous les jours, on utilise rarement le joule. On va plus souvent utiliser le wattheure ou le kilowattheure comme unité d'énergie. On dira que c'est une unité usuelle. Dans ce cas, on utilisera tout simplement la même formule, mais au lieu d'avoir la durée de fonctionnement en secondes, on aura la durée de fonctionnement en heures pour avoir l'énergie en wattheure. Si on reprend l'exemple du fer à repasser, il fonctionnait pendant 1 heure. Si on fait donc 1500 la puissance fois 1 heure, on a une énergie de 1500 Wh. Et si on veut cette énergie en kWh, donc dans un multiple, on a tout simplement à diviser par 1000. L'énergie convertie est donc de 1,5 kWh. Alors dans la vie de tous les jours, on utilise très souvent le kWh, notamment sur les factures, mais n'oublie pas que dans la plupart des formules, tu dois repasser par des joules. Donc prends toujours le temps de réfléchir avant de te lancer dans un calcul pour savoir si tu dois réaliser une conversion ou pas. Un dipôle ohmique, ou un résistor, c'est caractérisé par sa résistance, et ça vérifie la loi d'Ohm, U est égal à RI. Ça, tu en as probablement déjà entendu parler en classe de seconde, et si c'est pas le cas, je te renvoie vers cette vidéo. Et la particularité d'un dipôle ohmique,
c'est qu'il va convertir l'énergie sous forme de chaleur. Donc la puissance qu'il va convertir, ça va être P est égal à U fois I. Mais comme U c'est égal à R fois I, on peut remplacer et on obtient que P c'est égal à R fois I carré. Autrement dit, il convertit une énergie électrique en énergie thermique égale à E est égal à R fois I carré fois delta T. Et c'est ça qu'on appelle l'effet Joule. C'est lorsqu'un matériau parcouru par un courant électrique s'échauffe et dissipe de l'énergie. Et puisque tous les matériaux possèdent au moins une petite résistance, ils ont au moins tous une petite perte d'énergie thermique par effet Joule. Et cet effet Joule, il peut poser pas mal de soucis, puisque sur les lignes haute tension par exemple, c'est lui qui va être responsable des pertes d'énergie. Une des solutions, c'est alors d'augmenter la tension, puisqu'en faisant ça, on diminue l'intensité, et donc les pertes par effet Joule pour une même quantité d'énergie qui circule sur les câbles électriques. C'est aussi cet effet Joule qui est responsable de la surchauffe des équipements informatiques que tu as déjà dû constater, surtout si tu utilises des ordinateurs assez puissants. Dans un circuit électrique, l'énergie délivrée par le générateur, elle est égale à la somme des énergies électriques consommées par les dipôles. Cette égalité, elle est aussi valable avec les puissances. Et cette relation, elle traduit en réalité la conservation de l'énergie dans le circuit électrique. On parle alors de bilan de puissance. Et bien sûr, pour que ça marche, il faut qu'on prenne absolument tout en compte. C'est-à-dire qu'il ne faut rien oublier. On ne va jamais pouvoir créer de l'énergie. On va toujours se contenter de la transformer. On dit aussi la convertir. Et c'est le convertisseur d'énergie qui se charge de cette mission. Ici, dans cet exemple, on a deux convertisseurs d'énergie. La centrale de production électrique et l'ampoule électrique. Et lorsqu'on enchaîne les convertisseurs d'énergie sous forme de diagramme, on parle de chaîne énergétique. Ah, et puisqu'il y en a certains qui sont pas très doués en dessin, on va préférer représenter ça avec des rectangles ou des ronds. Enfin bref, des formes simples. Et ici, tu vois qu'à chaque étape, il y a des pertes thermiques. Retiens bien ça, ça va être important pour définir le rendement d'un convertisseur par la suite. Pour calculer le rendement d'un convertisseur, on a besoin de savoir l'énergie qui lui est fournie et l'énergie utile qu'il distribue. Donc tu le vois, la différence entre les deux, ce sont les pertes. Et si on fait le rapport entre l'énergie utile et l'énergie fournie, on appelle ça petit r, et ça c'est le rendement. Des fois on l'appellera également avec la lettre grecque eta, qui ressemble à un N un peu stylisé. Ça dépend vraiment des préférences de ton prof. Et ça fonctionne aussi en faisant le rapport des puissances. Donc on peut faire le rapport des énergies ou le rapport des puissances, on aura le rendement. Et en général, on va te le donner en pourcentage. Par exemple, pour une éolienne, on te donnera un rendement de 65%. Ça, ce que ça veut dire, c'est que l'énergie de transfert électrique, c'est 65% de l'énergie mécanique. Il y a donc eu 35% de perte. Ton éolienne a été capable de convertir 65% de l'énergie mécanique qu'elle a reçue en énergie de transfert électrique. Et pour calculer le rendement global d'une chaîne énergétique composée de plusieurs convertisseurs, donc ici on a deux convertisseurs, une éolienne et une ampoule, on va partir de la source d'énergie et le rendement global sera le produit des rendements individuels de chaque passage d'une forme d'énergie à une autre. Autrement dit, le rendement global, ça sera le produit de rendement de chaque convertisseur d'énergie. Ici on a deux convertisseurs d'énergie, donc le rendement total, c'est le rendement de l'éolienne fois le rendement de l'ampoule. On a donc un rendement total de 65% fois 40%, c'est-à-dire 26%. Autrement dit, ma chaîne énergétique a un rendement global de 26%. Tout le reste, c'est de la perte. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié, fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu, abonne-toi, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos de physique et de chimie pour le collège et pour le lycée.